d'écouter les podcasts d'Authentic Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentic Talent, qui est un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentic Talent, on a la chance d'accompagner des structures de toute taille et de tout secteur autour de leurs enjeux de sélection, d'accompagnement individuel ou collectif. Et on a créé ce podcast pour aller explorer avec des dirigeants et des experts RH les différents enjeux humains d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, je reçois Jessica Burel, DRH de Théo. Bonjour Jessica, ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. Ce que je vais te proposer, c'est de nous présenter un peu ton parcours jusqu'à aujourd'hui pour ceux de notre audience qui te connaîtraient pas encore. Écoute, merci Chloé et merci de m'inviter à ce podcast. Du coup, moi, je m'appelle Jessica et au niveau de mon parcours professionnel, j'ai eu deux vies. J'ai eu une première vie en marketing dans un grand groupe, donc j'étais chez L'Oréal, et une deuxième vie en start-up. Donc j'ai commencé en RH, en recrutement chez Big Mama. Et maintenant, je suis DRH dans une start-up dans la santé. Donc deux vies, une en marketing, une en RH, et deux vies aussi, une en grand groupe, une en start-up. Ok, passionnant. Et puis tu vas nous en dire beaucoup plus dans quelques instants. Tu le sais peut-être, à chaque épisode, je demande à mon invité de me livrer quelque chose que les gens ne savent pas. Qu'est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui ? Écoute, du coup, moi, ce que je voulais partager, c'est ma petite médaille que j'ai accrochée cette année, puisque j'ai fait une formation pour être professeur de yoga vinyasa. Et du coup, j'ai été diplômée en janvier. Et c'est aussi ma petite vie à côté de l'entreprise, c'est de pouvoir proposer des cours de yoga. Pour l'instant, plutôt à mes copines et à mes voisines, mais j'aimerais bien dans le futur pouvoir le mettre à profit à d'autres personnes. Super. Canon. Avec ton équipe, qui c'est ? Exactement, avec mon équipe qui sont déjà hyper évoluées sur toute la partie yoga, sophro. J'ai une sophrologue aussi en responsable du recrutement et de la formation. Donc voilà. On a plein de compétences. Pas mal de cordes à votre arc. Ok. Quand je t'ai contacté et qu'on a préparé cet épisode ensemble, je t'ai demandé quel type de sujet t'aurais envie d'étoffer aujourd'hui avec nous. Et tu m'as répondu assez naturellement tout le sujet autour de la structuration des équipes. Ça m'a fait plaisir parce que personne m'en avait parlé jusque-là. Donc voilà, ça permet vraiment d'aller toucher quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce que ça, c'est un sujet qui te tient à cœur ? Je pense que ça me tient à cœur parce que déjà moi je viens du business, comme je t'ai dit, j'ai fait 10 ans en marketing et je trouve que du coup souvent quand les résultats sont pas là, ça peut être aussi beaucoup parce qu'on n'a pas mis la bonne équipe en place et ça je l'ai beaucoup vu dans ma vie passée. Donc du coup moi j'attache toujours une énorme importance à l'équipe parce que je pense que tant que voilà nos boulots sont pas faits par des robots, c'est les hommes sur qui on doit capitaliser. Donc pour moi c'est hyper important et pour moi c'est aussi ma mission en tant que DRH de favoriser un environnement de travail qui soit propice à l'obtention des objectifs ensuite qui sont définis par l'entreprise. Et pour moi du coup voilà une équipe bien structurée, c'est une équipe performante. Et finalement, dans ton parcours, et effectivement, et dans les deux vies dont tu parles, à quel endroit, plus particulièrement, t'as pu vraiment travailler sur ces sujets d'organisation, en fait, quelque part d'équipe ? Écoute, beaucoup dans la boîte à laquelle je suis, qui s'appelle Théo, parce que quand je suis arrivée, c'est encore une boîte qui est vraiment très jeune. C'est une boîte qui est née en 2019. C'est une boîte où pour l'instant on n'est que 200, donc c'est encore une toute petite entreprise. Et en fait, on est 200 parce qu'on œuvre avec des cabinets médicaux. Mais si tu veux, aujourd'hui, les fonctions support, on n'est que 30. Donc 30, c'est vraiment petit pour s'occuper d'un réseau qui fait 200 personnes. Donc c'est là où il y a besoin d'avoir une super structure parce qu'on est encore tout petit et qu'il faut avoir les bonnes personnes au bon endroit. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Théo justement pour qu'on comprenne le contexte dans lequel t'as pu travailler sur cette organisation ? Ouais. Donc Théo, en fait, déjà notre objectif, c'est d'être numéro 1 de l'ophtalmologie en France et que chaque Français ait une solution pour leur santé ophtalmologique, ce qui est pas le cas aujourd'hui. On parle beaucoup des déserts médicaux et c'est une vraie réalité. Et du coup, notre mission, nous, c'est d'offrir une solution ophtalmologique partout
et pour tous. Donc partout, c'est y compris dans les déserts médicaux. Et aujourd'hui, quand tu regardes une carte de France, en fait, les déserts médicaux, c'est énorme. Et pour tous, donc n'importe quel âge, n'importe quelle pathologie. Et aujourd'hui, en fait, on est face à un problème, c'est que 55% des ophtalmos ont plus de 50 ans. Donc en fait, c'est un métier où on a une population vieillissante. Et en plus de ça, aujourd'hui, on a dans les grandes villes, on a un accès privilégié pour sa santé visuelle, mais c'est pas le cas partout. Donc nous, on est aussi là pour mailler le territoire et proposer une solution, j'ai envie de dire équilibrée, qu'on habite Paris ou qu'on habite Bourgoin-Jallieu ou d'autres déserts médicaux. Ok, hyper intéressant. Déjà, effectivement, il y a un vrai besoin derrière ça. Et je me ressens sur toi, tu rentres dans cette structure. Qu'est-ce que tu as détecté sur le plan organisation qui fait que tu as eu envie de creuser la façon dont les équipes sont construites? Ouais, je pense qu'en fait, moi, mon rôle, c'est de beaucoup parler avec les équipes. Donc, je passe beaucoup de temps avec les équipes. Et puis après, beaucoup de temps, bien sûr, avec mon fondateur et mon DG. Et nous, il y avait une question récurrente qui m'a alertée, qui était qui s'occupe des ophtalmos chez nous? Et en fait, aujourd'hui, notre entreprise, elle est vraiment faite pour et par les ophtalmos. Et dans notre organisation précédente, en fait, il y avait 2 points de contact. Il y avait un point en amont et un point en aval quand l'ophtalmo rentrait dans notre réseau. Et ça crée déjà une première tension où moi, RH, mon rôle, c'est de la repérer et de dire, mais tiens, il y a quelque chose là qui est pas fluide. Et quand j'en parle avec les gens, je sens que il y a un moment de tension. Et donc du coup après c'est de se dire voilà, on l'a repéré, est-ce qu'on est d'accord que cette tension elle est difficile pour tout le monde, y compris pour les ophtalmos, alors que nous aujourd'hui vraiment on est là pour faciliter leur quotidien, donc le but n'étant pas de leur ajouter de la difficulté. Et aussi au sein des équipes il y avait des frustrations parce que tu avais 2 équipes qui s'occupaient des médecins avec des objectifs un peu différents. Et donc du coup, t'avais ceux qui étaient plutôt la partie business analyst et qui du coup étaient plutôt la partie commerciale qui s'occupait de faire rentrer l'ophtalmo dans notre réseau. Et ensuite, on avait le réseau qui récupérait l'ophtalmo pour pouvoir travailler avec lui au sein des cabinets. Et du coup, entre la partie aval commerciale où l'objectif des commerciaux c'est de faire rentrer un médecin dans notre réseau, et ensuite la partie aval du réseau qui est que les ophtalmos puissent travailler avec au sein de notre réseau, c'était assez différent. Et donc et eux en fait la partie réseau, quelque part il y avait aussi toute une partie qui est pas inhérente à eux. Donc en fait je vous dis n'importe quoi, mais par exemple l'ophtalmo qui veut pas travailler avec des enfants, nous on sait que dans ce cabinet là la population elle a moins de 8 ans. Bon c'est un peu dommage. Et donc là déjà il y avait eu un peu un couac entre ce qui avait été validé par le commercial et la réalité du terrain. C'est vraiment à cette question qu'on a essayé de répondre. Ça, c'est quelque chose que tu as vraiment détecté en parlant avec les équipes, en fait, cette tension-là. C'est de là d'où c'est né. Ouais, c'est en parlant avec les équipes. Pour moi, il y a 2 choses, en fait. C'est en parlant avec les équipes, parce que je sentais qu'il y avait une tension entre 2 équipes et je me disais, bon, en fait, il y a des intérêts contradictoires et du coup, c'est compliqué. Il faut mettre là un peu d'huile pour que ça marche mieux. Et j'entendais mon fondateur qui disait souvent, mais qui est le contact privilégié des médecins? Qui est le contact privilégié des médecins? Et moi, je me dis, tiens, j'entends les équipes où ça pêche un peu de ce côté-là, entre l'amont et l'aval, où du coup, en fait, ce qui est dealé n'est pas forcément le besoin du réseau derrière. Et j'entendais mon fondateur qui parlait vraiment de, en fait, on est une boîte pour les médecins et par les médecins. Et donc, du coup, en fait, il faut pas qu'ils aient 10 points de contact, sinon ça ne marche pas. Et en fait, c'est là où finalement c'est poser les bonnes questions. Et moi la chance aussi que j'ai eue, c'est que moi je suis arrivée avec un œil neuf. Donc déjà j'étais la première DRH de cette entreprise, donc j'avais pas déjà un passif où il y avait des organisations qui avaient été mises en place. Ça s'est un peu monté en start-up de allez viens on s'accorde au sein d'une mission et puis on y va. Donc déjà ce travail de structuration il n'avait jamais existé en tant que tel. Et moi je suis arrivée avec un œil neuf à un moment donné où on était dans une phase une fin de phase pionnière et un peu une phase de croissance et du coup ça m'a permis de poser les questions. Et en fait
je pense que c'est là aussi notre rôle de DRH, c'est toujours de prendre du recul. Là, je vais faire le pont avec le yoga parce que moi, c'est ça que ça m'a aussi beaucoup amené dans ma vie, dans ma vie professionnelle. Et c'est là où les deux se déversent. C'est que je pense que quand on arrive dans une entreprise, le but, c'est surtout rien faire dans un premier temps et beaucoup écouter, beaucoup regarder et beaucoup écouter les gens, parce qu'en fait, quand vous écoutez les gens, il y a 90% de la réponse en fait. Donc c'est ça notre rôle de RH en fait, c'est d'écouter, de passer du temps avec les gens, de passer du temps sur le terrain. Je pense que c'est vraiment aussi la clé dans notre métier pour prendre les bonnes décisions. Bien sûr, il y a la data et je pense qu'on y reviendra plus tard, mais voilà, être auprès des gens, être auprès du business. Et quand vous faites ça, en fait, moi je me rappelle que quand j'ai eu des discussions ensuite avec mon DG, mon fondateur, il était là. Ah oui, non, mais c'est évident. Pourquoi on l'a pas vu? Et en fait, on le voit pas parce qu'à un moment donné, on est trop dans le quotidien et que avoir une tierce personne qui arrive et qui vient de l'extérieur et qui connaît pas très bien l'entreprise, ça permet aussi beaucoup ça. D'où aussi l'idée, de votre existence et de l'existence de consultants extérieurs qui puissent aussi venir donner ce sang neuf et ce regard vraiment neuf sur les organisations. Ouais, c'est hyper intéressant parce que cette casquette que tu prends en tant que DRH, justement de faire prendre du recul à l'organisation sur la façon dont elle est construite, etc. C'est peut-être une casquette qu'on retrouve pas dans tous les rôles de DRH. Pourquoi, selon toi? Est-ce que les attentes sont pas toujours là? Est-ce que parfois ça repose sur d'autres personnes? Est-ce que les DRH peut-être ont moins d'appétence pour ce sujet? Oui, c'est marrant. Alors moi, je fais partie d'un Slack de DRH où je trouve qu'il y a un très très bon niveau, mais c'est vrai que la fonction RH, j'ai l'impression qu'elle a retrouvé des lettres de noblesse depuis le Covid, qu'avant en fait, elle est très inégale et en fait, ça dépend de ton expérience que tu as eu toi dans ta boîte avec les DRH. Et c'est vrai que je pense que pendant un temps, les DRH c'était très administration du personnel et du coup, c'était pas des personnes qui étaient vraiment impliqués dans la stratégie d'entreprise. Et je pense que ce qu'on a beaucoup vu aussi au moment du Covid, où on a dû s'organiser d'une autre façon complètement inédite, montre qu'en fait l'organisation et les gens, c'est quand même ce qu'il y a de plus important, et que ça a redonné du pouvoir au DRH. Et en tout cas, moi, dans mon Slack de DRH, je me rends compte que en fait, aujourd'hui, le rôle de DRH, c'est un vrai rôle d'écrire au même titre que le fondateur et le DG l'histoire de la boîte, et du coup vraiment écrire aussi l'histoire humaine, quels engagements on prend, quelles valeurs on incarne, quel comportement on attend dans notre entreprise, et du coup je trouve qu'aujourd'hui on redonne les lettres de noblesse à la fonction, parce que la fonction elle est très structurante, et donc on va revenir à notre sujet du jour de structuration, mais elle est très si elle est bien faite, elle est très structurante pour l'entreprise. Et en fait justement cette fonction elle permet de vraiment même dans le quotidien et l'opérationnel revenir sur des fondamentaux. Et pour moi, c'est ça aussi la structuration. C'est une fois qu'on a défini quelle organisation, ensuite, quelle personne pour cette organisation ou quel type de profil à recruter pour ce type d'organisation, c'est quel rituel on met en place pour que cette organisation elle puisse vivre et puis réussir en fait. Parce que c'est ça le rôle aussi de nous RH, c'est de trouver les bonnes personnes, donc vraiment de recruter les meilleures personnes, mais aussi qui puissent être en plein de pouvoir de tout ce qu'ils ont et pourquoi on les a recrutés, pour pouvoir performer et réussir au sein d'entreprise. Ouais, c'est de mettre en place toutes les conditions en fait nécessaires pour exactement pour le succès du collectif finalement quelque part. Si je reviens sur du coup ce cas que tu nous as partagé, que tu as identifié, etc. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui du coup? Comment est-ce que la situation elle a évolué et quel est le bilan que tu portes un peu sur cette action? Écoute, donc le bilan ça va être un peu difficile parce qu'on a mis une nouvelle organisation en place en janvier, donc c'est tout nouveau. Même si mon fondateur est pressé comme tous les fondateurs et me dit est-ce que ça marche, bon, ça fait 2 mois et demi, il faut nous laisser encore un petit peu de temps. Mais en fait on a mis en place une nouvelle organisation. Du coup en fait on a créé un nouveau layers de managers. Donc maintenant en fait avant on avait les commerciaux d'un côté, le réseau de l'autre.
contre, maintenant, en fait, on a créé un nouveau rôle de manager intermédiaire, donc vraiment de N-1 du CODIR, de responsable régional de business units. Donc, c'est des personnes qui sont à la fois en charge de la gestion opérationnelle d'un cabinet, avec des animateurs réseau qui eux sont dans les cabinets toute la journée et qui ont maintenant une valence commerciale. Et du coup, on a recruté au CODIR un directeur du développement réseau qui est un ancien de Doctolib et qui arrive pour structurer vraiment cette nouvelle organisation qui est à la fois commerciale mais aussi réseau. Et en fait, au lieu d'avoir 2 équipes de chaque côté, on a mergé une grande équipe, on a créé un niveau intermédiaire de gens qui ont de managers qui ont des gens en dessous d'eux pour manager les cabinets et eux de leur dégager du temps pour avoir vraiment une casquette commerciale et l'idée c'est que voilà, ils englobent les deux et en fait ça nous permet d'avoir une seule voix auprès des médecins et aussi une organisation qui est beaucoup plus lean et beaucoup plus finalement adaptée à notre taille d'entreprise aujourd'hui. Quand tu réfléchis dans le passé, c'est aussi ce que je m'étais dit quand je suis arrivée. J'avais l'impression d'être dans une boîte du CAC 40 avec une équipe très structurée en commercial, une équipe structurée sur la partie opérationnelle réseau et je me disais mais c'est super mais en fait on est 180 donc on n'a pas besoin de ça. Là c'est trop structuré. Et c'est ça aussi, je pense que il faut pas calquer des organisations. Ça ne marche pas. Et en fait, c'est bien de s'inspirer. Moi, je suis la première à aller demander à mes petites copines DRH de mon Slack ou mes petits copains DRH de raconte-moi ton organisation. Mais en fait, on n'a pas les mêmes besoins, on n'est pas dans les mêmes temps d'entreprise. C'est pas la même chose si vous êtes sur une année de levée de fonds, si vous êtes sur une année de structuration d'un pôle ou un rachat. Enfin voilà. Donc en fonction des actualités de l'entreprise et surtout en start-up, il faut avoir l'agilité de changer d'organisation. Et en fait, moi, quand j'ai présenté à nos actionnaires l'organisation, ils m'ont dit c'est génial, c'est l'organisation pour les 5 prochaines années. Franchement, je suis sortie, je me suis dit bon bah c'est génial parce que ils sont avec nous, mais en toute humilité, je pense que ça sera pas du tout l'organisation de nos 5 prochaines années. Je pense que si déjà ça fait les 18 prochains mois, je serai hyper contente. Ce sera déjà très bien et ce sera pas une preuve d'échec, au contraire que de la faire évoluer. Pas du tout. Pas du tout. Et je pense que tu vois, c'est là aussi dans ta question, tu me disais qu'est-ce que j'en retire aujourd'hui. Je pense que c'est donc c'est trop tôt, mais par contre, je pense que il faut hyper monitorer. Pour moi, en fait, une fois que tu as mis en place l'organisation, une fois que tu as trouvé les bonnes personnes, c'est accompagner le changement. Et en fait, le changement, c'est quand même voilà. En fait, j'ai un formateur qui m'a dit il y a que les énarques pour dire que le changement c'est maintenant. Il faut vraiment avoir très peu d'affect pour dire que le changement c'est maintenant. En fait, pour les gens, il y a l'annonce A, le changement B. Et du coup, il y a un temps de latence entre. Et c'est ça aussi, quand on est chef d'entreprise ou quand on est directeur général, c'est ça qu'il faut accepter. Parce que là, je peux te dire et faire ma belle qu'on a mis en place une réorganisation, mais en vrai, elle est pas aujourd'hui à 100% de ce qu'on voudrait qu'elle soit. Parce qu'on est en train de faire monter en compétence des gens, parce qu'il y a des gens qui ont changé de job et que, du coup, en fait, ça déstabilise. Donc, on est en train d'accompagner au changement. On est en train de former. On est en train d'onboarder une nouvelle personne de CODIR. Donc, ils ont un nouveau boss. Donc, voilà. Par contre, ce qu'il faut bien faire, c'est aussi monitorer pour en fait pas être arc-bouté. Et c'est ça aussi ce que j'aime en start-up et c'est pour ça que les start-up sont là aussi, c'est pour cette agilité de pouvoir vu qu'on est peu, c'est de pouvoir transformer. Et si dans 6 mois on se dit que c'était pas la bonne organisation, mais il faut vite qu'on change. Et on aurait tort de rester dans nos tours à se dire non mais attends, nos actionnaires nous ont dit que c'était super, nous on est convaincus, on reste. Non. Ouais. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'effectivement, même en start-up, même dans des environnements qui bougent plus vite, qui sont plus agiles et où les gens ont probablement moins d'habitude, entre guillemets, que dans d'autres univers un peu plus ancrés, il y a besoin d'un temps d'appropriation du changement. Et donc, savoir ralentir un peu, en fait, quelque part avant de constater les résultats. Ça, du coup, tu as eu quel type de réaction finalement par rapport à cette nouvelle organisation ?
En fait, franchement, je le savais, parce que c'est pas la première fois que on met en place une organisation. Enfin, en tout cas, que moi je mets en place une nouvelle organisation. Je savais que c'est compliqué en fait. Et c'est ça faut s'y armer. Je pense que peut-être que ça, j'ai pas assez communiqué à mon fondateur, à mon DG, que ça allait être très dur et que en fait, on allait passer par des phases difficiles. Ce qui est difficile en fait, ça dépend le profil des gens. Moi, j'étais dans des boîtes où les gens étaient en profil process com que des promoteurs. Donc en fait, c'est des gens qui aiment l'aventure, ils aiment le changement tout le temps, donc ça marche très bien. Moi là, je suis dans une entreprise qui est une entreprise dans la santé. Du coup, j'ai moins d'aventuriers parce qu'en fait, je suis sur un secteur qui est plus sérieux que la restauration ou les cosmétiques. Et donc, du coup, dans les profils de gens qu'on a aujourd'hui dans les équipes, on a des profils plus analytiques, plus réfléchis. Et ça, c'est des gens qui aiment moins le changement que les promoteurs. Donc déjà, moi en tout cas, c'est la première entreprise où je suis, où je sens ce cap difficile du changement. Et j'en ai encore qui me disent, alors que ça fait 3 mois qu'on a mis en place l'arrière, mais est-ce que tu penses qu'on va revenir en arrière? Ah non. Pas tout de suite. On va pas du tout revenir en arrière. Pense plutôt à qu'est-ce que je peux faire moi pour que ça y est, tu sois 1000% convaincu que maintenant c'est là, parce qu'en fait c'est peut-être pas là exactement comme on l'a dessiné, mais c'est pas non plus en arrière, parce que ça on sait que ça ne marche pas. Donc voilà, en fait, comme je te disais en introduction, en fait, tant qu'on est des gens humains avec des affects, en fait le changement c'est difficile. Et t'as des gens pour qui le changement c'est facile. Et moi aujourd'hui, les gens, en tout cas les personnes qu'on a voulu avoir dans cette réorganisation, c'est des gens pour qui le changement est difficile. Donc on les accompagne. Moi j'ai des points tous les 15 jours avec eux pour beaucoup parler. On s'est impliqué aussi tout le CODIR. En fait on mentor une personne chacun. Donc cette réorganisation, elle touche 5 personnes. Donc chaque membre du CODIR accompagne en mentoring, et on a développé un programme sur mesure en fonction de la scorecard qu'on a développé pour ce nouveau layers de manager. Et du coup, ça prend du temps. Et ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de faire monter des personnes qui étaient dans le quotidien sur une partie commerciale, et que ça prend du temps. Et voilà, pour le fondateur, pour le DG, c'est aussi difficile de comprendre ça, parce que c'est vrai que ça allait plus vite avant. Ça allait plus vite avec une équipe dont c'est toute la journée le leitmotiv et qui ont été formés pour ça. Là, on a aussi fait monter des gens qui étaient plutôt sur la partie réseau, sur une valence commerciale. Donc c'est du temps, et c'est aussi beaucoup d'accompagnement, j'ai envie de dire humain, d'empathie, je comprends que ce soit difficile, et beaucoup d'écoute, et je suis persuadée qu'on va y arriver. Mais par contre, c'est sûr que il faut accepter que le business soit impacté à court terme pour que à long terme, en fait, ça puisse avoir les effets escomptés, et ce pourquoi on a fait cette réorganisation. Ouais, ça c'est un point très important, parce qu'à la fois il est pas très vendeur, donc c'est pas forcément ce qu'on a envie de mettre en avant au démarrage. Venez, on va changer, mais on va perdre peut-être un peu de chiffre dans un premier temps, sans garantie ce qui se passe derrière. Et en même temps, c'est important de se dire que si ça arrive, c'est une phase qui est normale, qui fait partie du processus. Ouais, exactement. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut avoir comme lucidité en start-up. C'est le besoin de changement, parce que si tu changes pas, en fait, en start-up, tu peux mourir. Donc c'est si là t'es pas assez clairvoyant, en fait, ton business peut mourir. Et savoir aussi quel est le bon moment. Nous, je pense que c'était vraiment le bon moment, parce qu'on est dans une année de levée de fonds, on est dans une année de consolidation de notre business, donc on est dans une année où on va moins ouvrir des cabinets. Donc aussi, on avait un temps possible pour cette réorganisation, parce qu'on n'était pas dans l'urgence. Donc ça, je pense aussi que ça fait partie du travail du DRH avec les fondateurs, cofondateurs, DG, de définir quel est le bon moment pour des réorganisations. Ouais, ce que je comprends de ton discours, c'est que finalement, en tant que DRH, dans ce type de structure, parce que la taille, elle joue quand même beaucoup aussi sur ton quotidien en tant que DRH, et voilà, il y a tout le quotidien, mais il y a une grande nécessité de te garder du temps justement pour cette prise de recul, et pour avoir de la lucidité sur une vision long terme en fait, quelque part, et puis pour pouvoir être force de proposition sur ces sujets.
Exactement, et ça c'est aussi l'objectif pour moi du travail de DRH, c'est qu'en fait le DRH il a un pied dans le maintenant, un pied dans l'après, et c'est en ça aussi pourquoi on est très connecté aux fondateurs, c'est que moi j'ai l'impression de passer ma journée à la fois déjà être avec Antoine qui est notre fondateur sur l'après et à sa vision à 5 ans, et donc projeter quelle organisation, quels moyens, ce que ça veut dire aussi en termes de recrutement, budget RH, de moyens pour lui pour réaliser ces ambitions-là, et en même temps le quotidien où en fait aujourd'hui notre mission c'est d'assurer des cabinets médicaux d'ophtalmologie, c'est que nos collaborateurs soient heureux de se lever chaque matin pour aller travailler, c'est que partout où on ait un besoin on ait une personne qui puisse être recrutée. Donc c'est ça toute la difficulté, et en même temps moi je trouve la beauté du travail de DRH, c'est t'as un pied dans le maintenant et très concret, hein, parce que quand t'es DRH, t'es vraiment dans le concret, et un pied dans la vision pour déjà structurer la suite, parce que surtout en start-up, si t'arrives trop tard, c'est là où des business se sont cassés la figure en fait. Il faut toujours anticiper, même si c'est difficile, parce que la start-up, voilà, il y a un aléa d'opportunités qui est beaucoup plus inhérent au business qu'en grand groupe. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, ça illustre, je trouve, très bien une conversation que j'ai eue dernièrement avec une quinzaine de DRH, plutôt de grands groupes d'ailleurs, mais finalement comme quoi on se retrouve aussi sur des thématiques semblables, qui s'interrogeaient sur quelles compétences les DRH du futur, enfin au-delà de ce qu'on a aujourd'hui, ont vraiment intérêt à avoir. Et il y a eu toute une réflexion autour de la notion de changement, en se disant oui, ok, il faut savoir conduire le changement, c'est sûr, mais il faut aussi être dans l'impulsion du changement et pas juste dans piloter ce qui va tomber de la direction. Et je pense que c'est un super exemple que tu donnes, c'est de réussir à être justement dans ce rôle de prise de recul, de force de proposition, et d'identifier des choses que tu vas toi les suggérer à la direction. Ouais. Et tu vois, moi je trouve ça génial que les DRH on se parle de plus en plus, et moi je trouve ça aussi riche pour moi de parler avec des DRH de grands groupes que de DRH de start-up, parce que en fait les DRH de grands groupes, qu'est-ce qu'on admire chez eux, c'est leur process, et qu'est-ce que eux admirent chez nous, c'est notre agilité. Donc on a beaucoup de choses à travailler ensemble, et c'est pas pour rien que souvent en start-up t'as des profils qui ont été dans des grands groupes, parce qu'on sait que les grands groupes c'est très structurant, toute la partie process, et que par contre c'est des gros bébés à bouger, donc c'est beaucoup plus difficile que quand tu dois bouger juste 100 personnes dans une start-up. Donc, mais je suis complètement d'accord. En tout cas, moi, je vois mon rôle de DRH comme vraiment un rôle d'impulsion, et c'est pour ça que je te disais que moi, c'était vachement important pour moi de prendre du recul, et parce que en fait, l'impulsion, elle vient aussi de pas avoir les deux pieds dans le quotidien. Je pense que quand un DRH a les deux pieds dans le quotidien, c'est très très dur de voir et de penser la suite. Et pour moi, c'est aussi tout notre rôle de DRH, et que ce soit en grand groupe ou en start-up, c'est de toujours en fait avoir quelque part une vision de quelles vont être les demandes des organisations dans le futur pour pouvoir commencer à s'y préparer, et ça l'impulser. Et je pense que tu vois, moi ce que je vois dans mon réseau, c'est que toute la partie société à mission, toute la partie, tu vois, de plus en plus des labellisations green, comme B Corp et tout ça, c'est vachement impulsé par les DRH. Et moi, il y a beaucoup de DRH de mon réseau qui sont maintenant DRH et aussi responsables de l'impact dans les entreprises. Et l'impact, il y a la diversité, il y a l'inclusion, mais il y a aussi l'écologie, il y a aussi toute la partie vraiment demain en fait. Et je pense que c'est là le changement en fait de notre rôle, c'est qu'en fait on n'est plus que administration du personnel, on est vraiment en charge de la gouvernance de notre entreprise. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois notre rôle. Et c'est pour ça qu'on doit impulser, parce qu'en fait, quand on est responsable de la gouvernance d'une entreprise, faut impulser des changements pour que nos entreprises s'adaptent, voilà, aux nouveaux attentes des collaborateurs, au nouveau monde de demain. Et ça, plus tu l'anticipes, mieux c'est en fait. Ouais, effectivement. Donc c'est un rôle qui s'enrichit beaucoup, sur lequel il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de facettes différentes. Bon, c'est à la fois du coup beaucoup plus complexe et en même temps, j'imagine beaucoup plus
palpitant au quotidien. Quel conseil tu donnerais à des DRH qui peuvent nous écouter et qui peut-être aujourd'hui, parce que le quotidien de DRH est très riche, se sont focalisés sur aussi d'autres sujets en priorité? Quel conseil tu leur donnerais pour aborder justement tous ces sujets d'orga? Écoute, mon conseil, ce serait justement d'écouter, de passer beaucoup de temps avec les équipes, de passer beaucoup de temps sur le terrain. Moi, je me rends compte, et en fait, à chaque fois que je suis sur le terrain, je me dis, mais en fait, c'est là où je vois tout. Donc, il faut une partie aussi au bureau pour qu'on puisse, voilà, réfléchir, structurer, et puis après faire redescendre ça dans les équipes. Mais écouter les collaborateurs et être sur le terrain, c'est quand même le meilleur conseil, parce qu'en fait, tout se voit. Tu vois les équipes qui collaborent bien, celles qui collaborent pas bien. Tu vois là où si on ajoutait une personne, tu pourrais faire exploser le business. Voilà, en fait tu vois tout. Donc c'est ça, et ça pour le coup en start-up plus qu'ailleurs, je trouve. En fait, on est des DRH de business. Et donc faut vraiment être là où l'activité se passe. Et ça, tu vois, c'est mon DRH chez Big Mama que j'aimais beaucoup, qui m'avait dit non, mais en fait moi je suis pas DRH de la SAS de Big Mama, je suis DRH de tout Big Mama, et en fait Big Mama c'est les gens dans les restos qui nous payent nos salaires à la SAS. Et c'est vrai que parfois c'est un peu c'est un bon rappel. Voilà, c'est des bons rappels, parce que souvent c'est les cadres de ta SAS ou de ta holding qui te prennent beaucoup de temps, et en fait c'est 1% de ta population. Donc voilà, de vraiment se connecter au terrain, d'être le plus proche du terrain, pour moi c'est le secret pour réussir, et en tout cas pour prendre les bonnes décisions. Ouais, la connexion au terrain et aux enjeux business, parce que j'entends que c'est aussi dans cette relation que tu vas réussir à projeter l'organisation. Est-ce qu'il y a une autre question que je ne t'ai pas posée aujourd'hui et qui te paraît intéressante, importante au regard du sujet qu'on a traité ensemble? Alors, pas de question, mais tu vois, je pense qu'un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est toute la partie aussi data en RH. Absolument. J'allais y revenir. Excellent, merci. La partie data, parce que tu vois, là, j'ai beaucoup parlé d'une partie plus, voilà, écoute, j'ai envie de dire soft skills. Oui. Mais ce qui est vachement important de faire aussi derrière, c'est de le remettre vraiment aux yeux de la data et de la performance de l'entreprise à travers les chiffres. Et ça, voilà, même quand tu dois prendre des décisions sur les gens, je dis pas que les gens c'est qu'une question de chiffres, une question de KPIs, une question d'atteinte de ses objectifs, mais quand même, tu vois, moi je me rends compte par exemple peut-être que là où dans la réorganisation on a péché, c'est que parfois on aimait tellement quelqu'un qu'on voulait absolument le garder, et qu'en fait c'est pas forcément aider la personne de vouloir absolument le convaincre de rentrer dans cette organisation et de prendre le rôle, parce qu'en fait ce qu'on voit c'est que ce qu'il aime faire, c'est une partie qui est très différente du job qu'on demande. Donc ça, je pense que voilà, il faut aussi avoir la lucidité de sentir, et je pense que c'est sûr que dans le rôle de DRH il y a une partie très intuitive, et c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce métier. Désolée messieurs DRH. Tu vas me perdre une partie de l'audience. Non mais voilà, mais du coup justement là où je vais les retrouver, c'est que ça doit être rationalisé avec des chiffres à l'appui, et je pense que c'est ça aussi qui fait que on retrouve notre noblesse en DRH, c'est que c'est pas que de l'émotion, c'est pas que de l'intuition. Les bons DRH, c'est aussi ceux qui comprennent le business de l'intérieur, qui comprennent les chiffres, et qui peuvent du coup prendre les bonnes décisions en fonction aussi de la data qu'ils ont sous les yeux. Et je pense que c'est un super rappel, tu vois, que tu fais de l'intérêt de combiner tous ces éléments ensemble, parce que moi, ce que j'entends, c'est que, alors, t'as des entreprises qui ont beaucoup de mal côté RH à collecter des datas. Déjà, ça c'est le premier point. Donc finalement, qui aimeraient bien, mais qui ont des outils qui sont assez inappropriés ou pas assez agiles, etc. T'en as qui les collectent très bien, qui savent pas trop quoi en faire. Et il y a le sujet de l'appétence pour la data qui est pas toujours hyper présent, hyper maîtrisé, etc. Il y en a qui vont tomber peut-être dans l'extrême inverse où c'est full data, et notamment là avec aussi tout ce qu'on peut utiliser avec l'IA, etc. On commence à se dire ok, est-ce que finalement on va pas un peu tout déshumaniser? Et donc c'est un peu l'ensemble que je retrouve dans ton discours, et l'intérêt de tout mettre en relation. Exactement. Je pense que d'ailleurs voilà, c'est aussi parfois les boîtes
tech qui prennent beaucoup de décisions sur la data. Et du coup, en fait, moi, quand je regarde la partie un peu humaine, souvent d'ailleurs, tu vois, chez Facebook, chez Twitter, il y a pas forcément de DRH. C'est des boîtes où il y a pas de DRH. Et du coup, voilà, c'est un prisme, en tout cas, un prisme de décision. Et moi, en tout cas, je pense que plus tu as autour de la table des bribes de, tu vois, que ça soit humainement ou par de la data, plus ta décision, elle est meilleure. Donc voilà, moi je trouve que plus autour de la table t'as de quoi décider par des prismes différents, mieux c'est. Ok, excellent rappel. Merci pour ça. Merci beaucoup Jessica, c'était passionnant. Donc merci d'être venue partager tout ça avec nous. Merci Chloé. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réécouter les épisodes précédents ou à consulter la fiche synthèse qui reprend les points principaux de cette conversation et que vous retrouverez sur notre site internet. À bientôt!